question de la police. La question de la police est tout à fait intéressante quand on parle de démocratie directe ou quand on parle du peuple, qu'est-ce que le peuple, quand on parle de participation politique, de qui décide pour le bien, qui décide au sujet des affaires communes, qui a le droit de participer aux décisions. La question de la police est tout à fait intéressante parce que sans que ça soit tout à fait... sans que ça se chevauche parfaitement, disons, l'histoire, en Occident en tout cas, de la police, elle n'est pas très... elle se distingue pas toujours très bien de l'histoire de l'émergence, évidemment, à la fois du capitalisme et nécessairement, évidemment, aussi de l'État. Et donc, pendant très longtemps, en fait, les communautés avaient évidemment des unités qui servaient à assurer leur protection, surtout extérieure, mais un peu intérieure, mais qui pouvaient être des sortes de milices, mais qui étaient souvent des corps non permanents. Mais cette idée qu'il faut une police, en fait, comme on l'entend aujourd'hui, ça émerge vraiment tardivement au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Et là, c'est pas moi qui le dis, ni des marxistes, ni des anarchistes, mais par exemple, Adam Smith, donc un des pères intellectuels du libéralisme économique, Adam Smith, il le dit tout à fait clairement. Il dit, dans une société où il y a des riches et des pauvres, il faut la police. Il faut la police pour que le riche puisse dormir en paix la nuit. Évidemment, les anarchistes et les marxistes seront plutôt d'accord avec Adam Smith, en tout cas là-dessus. Évidemment, Adam Smith, lui, considère que c'est une bonne chose. Les anarchistes ou les marxistes ou d'autres diront que c'est un problème, parce que justement, c'est cette idée que la police est au service des riches. Mais de l'aveu même, donc, des pères fondateurs du libéralisme, de manière, disons, globale, il faut un État pour protéger la propriété privée, et donc, plus concrètement, il faut la police pour patrouiller dans les rues, pour s'assurer que les pauvres ne représentent pas une menace pour les riches. Et donc, c'est tout à fait logique. Et donc, quand, dans des discussions, par exemple, sur le profilage politique, ou le profilage racial, ou social, ou la répression policière, ou la brutalité policière, on me demande, oui, mais est-ce que vous imaginez, honnêtement, une société sans police? Je dis, ben oui, tout à fait, mais avant de l'abolir, il faut abolir les inégalités entre les riches et les pauvres. Une fois qu'on aura aboli les inégalités entre les riches et les pauvres, une fois qu'on aura aboli le capitalisme, par exemple, on pourra imaginer une société sans police. Mais effectivement, tant qu'il y a des riches et des pauvres, imaginer une société sans police, c'est une absurdité, parce qu'en fait, les riches ont besoin de la police pour se protéger. C'est comme ça que c'est pensé au départ, c'est comme ça que c'est acté. Évidemment, je ne parle pas des cas, je parle de façon structurelle, pas individuellement. Évidemment, un pauvre peut téléphoner à la police pour avoir un service sur quelque chose, mais disons structurellement, la police, elle n'est pas là pour protéger les pauvres, elle est là pour protéger les riches et les privilégiés. Et donc, on me dit, oui, mais c'est une conception naïve de la nature humaine, il faudra toujours une certaine force policière, parce que qu'est-ce que vous faites du maniaque à la tronçonneuse qui se promène dans le village et qui découpe les grands-mères en rondelles et qui mange les enfants, etc. Bon, on trouve toujours ces exemples-là. Et là, en fait, c'est triste, parce qu'en fait, ce que ça révèle, c'est malheureusement quand même une méconnaissance, en fait, de l'histoire et de l'anthropologie humaine, puisque en fait, il y a une infinité de cas de sociétés humaines, de communautés humaines qui se sont gérées sans l'existence d'un corps policier formel, comme on l'entend aujourd'hui, permanent, distinct, disons, de la société, qui se place au-dessus de la société et qui intervient dans la société, qui est armée, qui est permanent, qui a à la limite un esprit de caserne, qui a des postes, qui contrôle aussi un système de prison. Donc ça, c'est ce qu'on identifie aujourd'hui à la police comme on l'entend. Et un peu bêtement, on pense que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait ça, parce qu'on n'arrive pas à imaginer une société sans ça. C'est quand même triste, parce qu'en fait, si on regarde l'histoire et l'anthropologie, en fait, on a une multitude de cas de sociétés qui n'avaient pas du tout ces instances. Et un bon exemple, évidemment, ce sont les populations autochtones ici au Québec, ce qu'on appelle le Québec, en fait, avant l'arrivée des colons français, du colonialisme français, donc au XVIIe siècle. Quand les colonisateurs français débarquent ici pour s'emparer du territoire et des ressources, ils entrent en relation, ils entrent en contact avec des communautés autochtones qui n'ont pas de police, qui n'ont pas de prison, qui n'ont pas de système judiciaire, qui n'ont pas de juge, qui n'ont pas de système d'avocats.
ce ne sont pas des sociétés idéales. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des problèmes dans ces sociétés, il peut même avoir des meurtres, mais ce n'est pas du tout par un corps policier et en mettant surtout des gens en prison que ces communautés géraient ces problèmes. Ils avaient une conception tout à fait autre de la gestion des conflits internes, qui était gérée évidemment, mais probablement collectivement, sans corps spécialisé, police ou avocat ou juge. Ils trouvaient qu'en fait la méthode coercitive était une mauvaise méthode de gérer ces problèmes. Et à l'époque, ils trouvaient en plus complètement aberrant la méthode française, donc monarchiste, de gérer les meurtres. Par exemple, ils disaient les Français, ils sont stupides, quoi. Quand un Français tue un Français, ce qu'ils appliquent, c'est la peine de mort, donc ils perdent 2 Français. C'est complètement idiot comme technique. Et donc, les Autochtones, à l'époque, avaient 2 pratiques en cas de meurtre. Donc, c'était ce qu'ils appelaient soit racheter le mort ou relever le mort. Et donc, la famille ou le clan d'où venait le meurtrier avait une sorte de responsabilité collective envers le clan ou la famille qui avait perdu un individu. Et donc, soit qu'on le dédommageait, c'est ce qu'on appelait racheter le mort, ou carrément on relevait le mort, c'est-à-dire que la communauté qui avait perdu un individu pouvait prendre en fait en adoption, pas pour le mettre en prison et dans un trou avec des chaînes et un fouet, etc., mais elle prenait un membre de l'autre communauté, elle l'adoptait, ça devenait un nouveau membre de sa famille. Et donc évidemment, à travers tout ça, il y avait tout un processus de demande de pardon, acceptation des responsabilités, réconciliation, etc. Donc l'important aussi, évidemment, était d'assurer la cohésion, le tissu de la communauté. Et donc, clairement, nos sociétés républicaines ou libérales, elles font preuve d'un manque d'imagination catastrophique au sujet de cette gestion. Premièrement, la solution qu'on a trouvée, c'est la solution la plus bête qu'on peut imaginer, c'est-à-dire mettre quelqu'un entre 4 murs, fermer la porte et enlever la clé. Donc là, vraiment, on n'a pas réfléchi très longtemps pour trouver cette solution. C'est difficile de trouver un truc plus stupide. Ce qu'il y avait avant, c'était évidemment la peine de mort ou la torture, ce qui n'était pas mieux, mais en tout cas, l'idée de prison c'est une idée totalement bête. Et c'est doublement bête parce qu'en fait, on pense que sans ça, on est incapable de gérer la criminalité et qu'on n'est pas capable de voir que dans d'autres histoires anthropologiques ou d'autres communautés, il y avait bien d'autres façons de gérer les tensions, les conflits, ce qu'on appelle les crimes dans les communautés. Il y en a toujours, il n'y a pas de société parfaitement harmonieuse, mais clairement, l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'histoire de la police et de la prison. L'histoire de la police et de la prison, c'est une histoire, pour l'Occident en tout cas, qui est vraiment contemporaine à l'époque moderne et modernité avancée. Aujourd'hui, on est dans des pays avec des complexes industriello-pénitentiaires. En plus, en Amérique du Nord, aux États-Unis, par exemple, c'est carrément arrimé avec l'industrie privée et compagnies privées. C'est devenu un système complètement farfelu, quoi. Et donc, c'est certainement pas une solution. Donc, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce qu'on fait avec la police? Qu'est-ce qu'on fait avec la brutalité policière? Qu'est-ce qu'on fait avec les prisons? Est-ce que c'est possible d'imaginer un monde sans police et sans prison? Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Il y a eu plein d'exemples historiques. Mais la question, il ne faut pas commencer par ça. Il faut commencer par la question des inégalités. Et dans la mesure où vous avez des systèmes très inégalitaires comme ce qu'on a en Occident aujourd'hui, au niveau économique, au niveau raciste, dans le cas de l'Amérique du Nord aussi, il y a toute la structure encore coloniale qui est encore en place avec les Autochtones. Disons, on ne peut pas rêver à une abolition de la police parce que les élites doivent garder cette police pour se maintenir en place. Et c'est pas pour rien en fait que dans les prisons, ce qu'on constate, c'est qu'en fait la très grande majorité des prisonniers, ce sont des pauvres. C'est pas... Et quand les riches, quand les privilégiés, quand les membres de l'élite commettent des crimes et qu'ils ont la malchance d'être pris, généralement c'est des peines de complaisance de toute façon. Et donc oui, on peut imaginer un monde sans police et sans prison, mais il faut imaginer un monde dans lequel on vit au départ complètement autrement, c'est-à-dire l'imaginer égalitaire plutôt qu'inégalitaire.